Avec vous, Olivier, puisque depuis plusieurs jours, Internet s'est embrasé au sujet d'une publicité pour une marque de jeans portée par l'actrice Sydney Sweeney. Est-ce que vous comprenez cette polémique ? En fait, effectivement, on a une publicité qui dure une vingtaine de secondes où on voit l'actrice de White Lotus réparer le moteur d'une Mustang, capot ouvert, et elle s'essuie les mains sur l'arrière de son jean. Ensuite, elle démarre dans un grand nuage de fumée. Et bien, effectivement, cette publicité a bien fait monter la température sur les réseaux sociaux depuis ce moment-là. On a, depuis la semaine dernière, deux camps qui s'affrontent vraiment très virulemment, qui s'invectivent même. D'un côté, ceux qui saluent la fin du wokisme et qui trouvent que cette publicité est extrêmement audacieuse puisqu'elle reprend effectivement l'esthétique et les codes sensuels des années 90. On se rappelle par exemple qu'une grande marque concurrente avait réussi à rendre glamour les jeans, alors à l'époque un peu moins populaire, en mettant en scène une scène de striptease dans une laverie. À croire que la martingale du marketing à l'époque, c'était pour vendre des vêtements, il vaut mieux ne pas trop en porter. De l'autre côté, effectivement, il y a ceux qui ont tout de suite accueilli cette publicité comme une réelle régression réactionnaire. Évidemment. Le retour du sexisme, le retour de l'hypersexualisation et surtout un symptôme de ce qu'ils appellent le male gazing, c'est-à-dire le fait qu'on impose le regard de l'homme sur le corps des femmes. C'était finalement assez classique d'attendre ça d'eux. Puis après, il y a eu une deuxième phase qui a été de reprocher à la marque d'imposer une beauté standardisée. Une femme mince, sportive, loin des standards qui ont été imposés ces dernières années par le mythe du body positive. Mais ensuite, il y a une sorte de gradation, aller encore plus loin en dénonçant le retour réactionnaire, cette fois-ci, des stéréotypes de la beauté blanche. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé sur le site de la marque le fait que les autres mannequins soient, comme on dit, et selon l'expression consacrée aujourd'hui, des personnes racisées, ne semble pas suffire à rétablir l'équilibre. Le seul fait pour les défenseurs de la diversité que certains soient blancs pose un problème et il faut avoir l'élégance pour cela de s'effacer au nom de la diversité. C'est d'ailleurs la thèse qui est défendue depuis des années par l'universitaire et sociologue américaine Robin DiAngelo, qui, je précise, est blanche et qui a défendu le concept de la fragilité blanche en disant qu'il fallait qu'on apprenne à se déblanchir. Pas évident quand même, mais oui. La deuxième salve d'attaque est arrivé après, et en gros quelques jours après, au bout de 2 jours, il a été surtout reproché à la publicité d'être une œuvre de propagande suprémaciste et de faire la promotion de l'eugénisme. On parle d'un jean, hein, je tiens à le rappeler quand même, pour ceux qui prennent en route, de quoi parle-t-on ? D'une publicité pour un jean. Effectivement, tout ça parce que le slogan est... Alors excusez-moi pour mon anglais. Le slogan retenu, c'est « Sydney Sweeney has good jean ». Et effectivement, il y a une homophonie en anglais entre jean, qui veut dire le pantalon, et jeans, qui sont les gènes. Cette homophonie a totalement scandalisé les internautes, à tel point qu'il y a eu effectivement beaucoup de réactions. Sauf que Sydney Sweeney a de bons gènes, c'est une expression qu'on a traditionnellement utilisée aux États-Unis pendant longtemps pour signifier qu'une personne est d'une beauté naturelle. Mais malheureusement, ça n'a pas empêché certains d'y voir un parfum des subtils des années 30. Et une fois que le point, le point Godwin est franchi, d'autres sont même allés jusqu'à repérer et relever que les initiales de l'actrice renvoyaient à SS. Et donc, effectivement, tout ça elle n'a donc pas choisi, puisqu'elle n'a ni choisi son prénom ni son famille, voilà. mais autre histoire. Mais effectivement, c'est là l'une des véritables forces des militants woke, dont on sait effectivement qu'ils sont tellement éveillés qu'ils sont en capacité de percevoir des micro-agressions, des dominations invisibles que le reste des communs des mortels sont incapables de voir. C'est d'ailleurs... quelque chose qui a été totalement assumé et conceptualisé. Il y a un militant woke et journaliste qui s'appelle Charles Julian Moore qui explique très bien ce phénomène puisqu'il définit le wokisme comme étant une forme de paranoïa saine. On voit où est la paranoïa. Oui, effectivement. Et est-ce que la marque a eu conscience ou pas qu'elle pouvait prendre un risque avec ce slogan ? Je pense qu'en tout cas, elle l'a totalement compris, qu'elle connaissait l'époque et donc effectivement qu'elle prenait un risque. Et elle l'a même d'ailleurs totalement assumé puisque quelques heures après, elle a publié un second clip où on voit cette fois-ci l'actrice, ou en tout cas de dos ce qui ressemble être à l'actrice, coller une affiche sur un mur où cette fois-ci le slogan est bien Sydney Sweeney
a de bons gènes. Puis le mot gène est barré et remplacé par le mot jean, laissant entendre justement que sa beauté vient cette fois-ci plus de la coupe de ses vêtements que de sa plastique. Mais c'est pas ce scandale-là, il est finalement assumé par la marque, mais en fait il a été même très largement anticipé et très largement recherché. Et plus que la fin du wokisme, qui a été beaucoup vu par une grande partie des commentateurs, cette publicité marque surtout une réelle prise de conscience. La prise de conscience, c'est qu'il est désormais impossible dans la société américaine de séduire l'intégralité des clients et des consommateurs, et qu'on ne peut pas séduire tout le monde dans une Amérique qui est aussi clivée. C'est pour ça que les entreprises cherchent à assumer des positions de plus en plus tranchées et à choisir un camp. Le marketing devient un instrument extrêmement politique aux États-Unis. Et en surfant sur les clashs culturels qui traversent la société, les marques, à la fois obtiennent des buzz et donc de la notoriété, mais surtout, elles arrivent à susciter l'adhésion d'une partie de leur communauté et de les fidéliser comme ça. Elles se posent en s'opposant, qui était le principe qu'on connaissait longtemps. Mais ça vient d'un peu plus loin, puisqu'en fait, on s'aperçoit que derrière cette prise de conscience, il y a deux autres prises de conscience importantes qu'ont fait les entreprises américaines. Après avoir longtemps été les moteurs du wokisme dans les entreprises, elles ont compris deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, et contrairement à ce qu'elles ont cru longtemps et que les militants woke et activistes woke ont voulu leur faire croire, le wokisme n'est pas inexorable et tout le monde ne va pas finir par adopter cette idéologie-là. Et c'est même exactement le contraire qui se passe, puisque on a quelques enquêtes qui sont intéressantes. Il y en a une notamment qui a été faite en 2001 et en 2021 et en 2023 par l'IFOP pour Havas Paris, qui étudie l'influence des concepts woke dans les entreprises françaises auprès des salariés. Et entre ces deux dates, ce qui est intéressant, c'est que la notoriété des concepts progresse, mais que leur taux d'adhésion diminue. Par exemple, la cancel culture, l'écriture inclusive et la discrimination positive gagnent en notoriété. Par contre, leur approbation s'essouffle fortement. Par exemple, la notion de cancel culture a chuté de 43% en 2021 à 30% en 2023, tandis que l'écriture inclusive et la discrimination positive ne recueillent maintenant plus que 30% et 20% d'approbation. La deuxième prise de conscience, elle est peut-être encore plus forte, et là, ils l'ont vraiment vécu, c'est que les activistes woke ne sont désormais plus les seuls à pouvoir se faire entendre et à pouvoir finalement mettre la pression sur les entreprises. Aux États-Unis, des influenceurs, on pense par exemple à Robbie Starbuck, des think tanks, des groupes de pression comme 1792, se sont structurés pour faire entendre la voix des consommateurs hostiles au wokisme. Dès lors, les grands groupes se retrouvent maintenant sous des tirs croisés, et donc ils sont obligés de se poser la question de est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce qu'on a des avantages à poursuivre dans la voie du wokisme ? Et certains exemples récents les ont vraiment fait réfléchir, puisqu'on se souvient que la marque Budweiser a perdu 5 milliards de dollars de capitalisation boursière en quelques jours, simplement parce qu'elle avait choisi comme ambassadeur un influenceur trans alors que sa clientèle est plutôt conservatrice. De la même façon, le studio Disney a vu les entrées en salle de ses films fondre bien plus rapidement que les personnages de la Reine des Neiges. Jolie référence. Et en 2022, Bob Iger, donc le président du studio, a été obligé de rappeler à ses équipes de faire son mea culpa et de leur rappeler que l'objectif du studio était d'abord de divertir, de raconter des histoires avant d'envoyer des messages. Mais finalement, ce repli du wokisme, il est apparu avant même l'arrivée de Donald Trump. Très souvent, on essaie de dire que c'est l'arrivée de Donald Trump qui aurait tout changé. En réalité, ce qui a été le véritable déclencheur, c'est en 2022, BlackRock. BlackRock, ce fonds d'investissement qui pendant très longtemps a été lui aussi l'avocat du wokisme et des politiques de diversité et d'inclusion, a totalement fait un virage à 90 degrés en 2022, et son président annonçait « Il ne faut pas oublier que la base du capitalisme, c'est avant tout la recherche du profit et de la rentabilité à long terme ». Il alertait même les entreprises sur le fait que certains militants politiques ou même certains médias sont susceptibles de politiser les activités de votre entreprise. Ils peuvent chercher à instrumentaliser votre marque pour servir leur propre agenda, et donc demandait aux entreprises de se méfier de l'activisme après l'avoir longtemps encouragé.
Audiard disait qu'à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. L'avertissement de BlackRock, qui pèse 10 500 milliards de dollars, a forcément été bien entendu. Alors, est-ce que cette publicité, cette campagne de pub, finalement, est un choix gagnant, selon vous ? Eh bien, c'est pas totalement certain, parce que si effectivement le cours de l'action de la marque a augmenté de 15% dans les premiers jours, il continue un petit peu à baisser. Mais surtout à moyen terme, ce qui sera intéressant, c'est, et l'indicateur principal, ce sera celui des ventes. Et là, il y a peut-être une difficulté, parce que si la marque compte cibler une clientèle jeune et féminine, ce qui est un peu la cible de la publicité, elle n'a peut-être pas bien ciblé sa campagne. Parce qu'en fait, quand on regarde dans les détails, si les thèses woke ont effectivement ces dernières années rencontré un peu de succès dans la population globale, il y a quand même une exception majeure, c'est les jeunes filles. Et là, on a un véritable fossé culturel qui est né ces dernières années entre les jeunes femmes de 18 à 24 ans et les jeunes hommes du même âge. Une étude de l'Institut Montaigne qui a été publiée l'année dernière montrait notamment que sur les sujets sociétaux, 29% des jeunes femmes se disent très favorables à l'écriture inclusive dans les administrations, quand seulement 6% des jeunes hommes le sont. 56% des jeunes femmes s'opposent fortement à l'interdiction du voile dans l'espace public, quand seulement 21% des garçons y sont défavorables. On voit effectivement un tel écart de presque 30 points est assez inédit dans les sciences politiques. Et cela, on l'appelle le gender gap, donc la différence entre les sexes, se retrouve partout en Occident aujourd'hui, avec des traductions qui se traduisent électoralement aussi, puisque lors des dernières élections en Allemagne, par exemple, 35% des jeunes femmes ont voté pour le parti Die Linke d'extrême gauche, alors que c'est seulement 16% pour les garçons. Et l'écart est encore beaucoup plus important, de l'ordre de 30 points, à la fois pour l'élection de Donald Trump, où les garçons, on le sait, ont beaucoup voté, y compris les garçons issus des minorités, pour Donald Trump. Et c'est aussi vrai pour les législatives au Royaume-Uni. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les jeunes hommes et les jeunes femmes ne partagent plus du tout les mêmes valeurs, ni même les mêmes imaginaires, puisque petit à petit, ils n'ont plus les mêmes références culturelles, les séries qu'ils regardent ne sont plus les mêmes, les influenceurs qu'ils suivent ne sont pas non plus. Finalement, le rêve de tous les féministes radicaux qui voulaient opposer les garçons et les filles est en train de se concrétiser. La différence des sexes est devenue profondément politique. C'est pas une bonne nouvelle pour cette marque de jeans, mais espérons surtout qu'elle ne soit pas irréversible, parce que pour la société française non plus, c'est pas une bonne nouvelle. Merci beaucoup.